Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. C'est l'un des sujets qui fracture lentement mais sûrement la société française. Peut-on maintenir l'obligation vaccinale alors que de plus en plus de citoyens émettent des doutes sur la pertinence de cet acte? 20% des jeunes adultes ne vaccineraient pas leurs enfants si cette obligation était levée. Comment prendre en compte leurs arguments sans faire courir de risques à la population? Pour y répondre, un homme est allé à la rencontre des Français pendant 6 mois. Il est mon invité. Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, professeur d'immunologie pédiatrique, membre du Collège de France et vous avez coprésidé pendant 6 mois un comité de concertation citoyenne sur la vaccination initié par Marisol Touraine. Vous avez émis des recommandations, rendu un rapport. On va y venir dans un instant. Mais vous dites dès aujourd'hui, il y a une urgence à se positionner. La ministre de la Santé, elle, veut se donner quelques semaines. Est-ce que cette réponse est à la hauteur de vos attentes ? Tout dépend de ce que sera la réponse. Je suis bien sûr prêt à attendre quelques semaines si la réponse est à la hauteur, effectivement, des questions posées. Est-ce que vous êtes optimiste ? Je suis raisonnablement optimiste. Je pense qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics accompagnant la grande majorité des professionnels de santé et ainsi qu'un certain nombre d'associations d'usagers et de citoyens qui pensent fortement qu'il est temps d'agir en faveur de la vaccination. On sait néanmoins que pour modifier la situation française, il faudra avoir recours à la loi. C'est donc le sujet reporté à la prochaine législature. Donc effectivement, peut-être du temps supplémentaire. Alors oui et non. Vous avez raison qu'il faut recourir à la loi pour modifier le statut de l'obligation de la vaccination. Néanmoins, il y a 2 choses à dire en plus. La première est qu'il y a d'autres mesures à prendre qui ne sont pas du domaine de la loi pour favoriser la vaccination, sensibiliser la population. Je pense qu'on y reviendra. La seconde est qu'on peut penser que ce sujet échappe suffisamment aux querelles politiques pour que s'il est initié par le gouvernement actuel, il soit poursuivi par le suivant. Alors justement, la concertation citoyenne que vous avez présidée a recueilli 10 000 avis. Que vous en disent les Français ? Mais les Français ont dit beaucoup de choses. Tout d'abord, ils ont exprimé leur inquiétude pour certains, leurs doutes, bien évidemment, puisqu'on sait qu'une fraction non négligeable de la population française exprime des doutes sur tel ou tel vaccin. En général, c'est tel ou tel vaccin, ce n'est pas sur l'ensemble de la vaccination. Aussi exprimer une volonté de voir la vaccination se développer et faire en sorte que les possibilités de protection contre les maladies infectieuses puissent être mises en œuvre. Plus spécifiquement, nous avons réuni 2 jurys, un jury de citoyens, un jury de professionnels de santé, qui ont, après avoir été formés, ont débattu très sérieusement, en profondeur, et ont émis des recommandations avec des doutes. Et nous avons notamment une discussion extrêmement intéressante avec eux qui a eu lieu au mois d'octobre, d'ailleurs qui est accessible, c'est pour les personnes qui le souhaiteraient, sur le site de la concertation, où le débat était très riche, notamment sur ces questions d'obligation, où finalement il y a une convergence des points de vue, à partir du moment où il y avait un vrai consensus sur la reconnaissance de l'importance de la vaccination, son caractère indispensable, en citant cet adjectif, je cite. Mais est-ce que consensus, il y a eu un certain nombre de réserves exprimées? Est-ce que vous avez été surpris, par exemple, par l'importance de ces réserves? Et le consensus, soyons précis, il est sur le caractère important et indispensable de la vaccination. C'est quand même important de le rappeler, parce que ce consensus tel quel n'existe pas aujourd'hui, malheureusement, dans la population. Ensuite, il y a évidemment des divergences de vues sur la façon d'arriver à cette situation, certains pensant qu'il serait peut-être mieux de recourir à un statut unique de recommandation sans obligation vaccinale, et d'autres pensant qu'au contraire, il faut, au moins pour l'instant, élargir l'obligation vaccinale compte tenu des difficultés que vous avez signalées tout à l'heure. Mais la discussion entre les tenants de ces 2 positions, qui sont tout à fait respectables, amène à penser et là, il y a eu un consensus dans la réunion, c'est à ça que je faisais allusion, sur le fait que, même si le fait d'arriver à un statut de recommandation sans obligation est certainement un objectif louable, on n'était pas prêt aujourd'hui. Néanmoins, quand on vous lit, vous-même vous l'affirmez, que le discours anti-vaccination, ce n'est plus l'affaire de quelques ligues, mais colonise une partie de la population. Comment en est-on arrivé là ? Alors, il faut distinguer 2 choses. Le discours anti-vaccination,
il est consubstantiel de la vaccination. Depuis 200 ans, Jenner, Pasteur, etc., ont été l'objet de critiques parfois extrêmement acerbes. Il y a toujours eu des, entre guillemets, anti-vaccins qui, pour telle ou telle raison idéologique, religieuse ou autre, se sont opposés. Mais ce courant-là, il est minoritaire, si ce n'est qu'il a un petit peu plus d'audience aujourd'hui. Excusez-moi. Là-dessus se greffe, entre guillemets, une hésitation qui n'est pas la même chose, qui fait que là, et qui touche une fraction plus importante de la population, encore une fois, notamment en France, même si ce n'est pas exclusif à la France, et qui fait qu'à l'égard de tel ou tel vaccin, ou tel type de vaccin, avec adjuvant, etc., il s'exprime une réticence, une hésitation ou des doutes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une opposition frontale anti-vaccin. Néanmoins, permettez-moi d'insister, 20% des jeunes couples, si on en lit les sondages, ne feraient plus vacciner leurs enfants si l'obligation était levée. Ce signal est quand même assez fort. Mais c'est indiscutable qu'il y a aujourd'hui une fraction non négligeable de la population, mais aussi des professionnels de santé, il est important de le rappeler, qui expriment ces doutes, ou voire éventuellement qui expriment une opinion qui les conduirait peut-être à ne pas faire vacciner leurs enfants. Et ceci est un souci. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on discute des raisons qui ont... l'analyse que l'on peut faire des raisons pour expliquer on peut les rappeler, oui. Donc je pense que c'est un phénomène probablement assez complexe dans sa nature et qui n'est pas lié à un seul point, mais probablement le point de départ est que aujourd'hui, la vaccination est victime de son succès. Il y a heureusement un certain nombre de maladies infectieuses grâce à la vaccination, ont disparu de France. Pas forcément du monde, mais de France. La diphtérie, la poliomyélite, il n'y a plus de cas autochtones en France. Ça pourrait revenir si on cessait la vaccination. Mais c'est un grand succès. Il y a peu de cas de coqueluche. Malheureusement, il y en a encore. Mais alors qu'il y avait, il y a 40, 50 ans, 500 000 cas de coqueluche par an en France, aujourd'hui, on est à quelques milliers. Et ainsi de suite, on pourrait décliner maladie par maladie le succès et le fait que des maladies extrêmement graves que ma génération, et a fortiori la génération précédente a connues, encore après la guerre, ne sont plus détectables, ne sont plus perceptibles par la population, en particulier des jeunes. Donc ceci joue certainement en défaveur de la vaccination, puisque si on sous-estime le risque, parce qu'on ne le perçoit pas, du coup, sous-estime les bénéfices, je me trompe, évidemment, on est moins enclin à aller dans ce sens. Mais s'il n'y a pas eu des accélérateurs, je pense par exemple à l'épisode de la grippe H1N1 ou à des scandales sanitaires, absolument. On ne peut pas les négliger. C'est évident. Parmi des facteurs, il y a cela. Dans un contexte quand même où la population tente, et ce qui est en partie compréhensible, à une autonomie plus grande de décision quant à sa santé ou à la santé de ses enfants, donc une volonté de vraiment maîtriser les décisions, le fait qu'il y ait une certaine perte de confiance à l'égard des autorités sanitaires, à l'égard de l'industrie des médicaments, et dans une certaine mesure des soignants, parce qu'il y a eu des scandales sanitaires ou des mauvaises gestions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, de crise dans le contexte de vaccination. Évidemment, on fait allusion ici à la façon dont la pandémie grippale de 2009 a été gérée, pas très bien, il faut le dire, et en excluant les médecins, ce qui était une erreur. Le fait qu'il y a une alerte non fondée, mais une alerte forte sur le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue de sclérose en plaques, tout ceci reste présent dans l'esprit des gens et est un facteur de défiance, même si à l'égard du caractère, encore une fois, respectable de volonté de responsabilité individuelle à l'égard des décisions de santé, il faut faire attention que la vaccination n'est pas qu'une affaire individuelle ou de liberté individuelle, elle engage la collectivité, puisque, comme vous le savez très bien, la vaccination, c'est un droit pour soi, mais c'est un devoir pour les autres, puisqu'en se vaccinant, on protège les autres, notamment les plus vulnérables. Vous parliez des professionnels de santé, des médecins en particulier. Est-ce que certains d'entre eux n'ont pas alimenté ou contribué à ce climat de défiance ? Absolument. Il y a un certain nombre d'enquêtes, de travaux qui ont été faits par des sociologues qui montrent qu'une fraction, certes minoritaire, mais non négligeable, je crois de l'ordre de 10% par exemple dans le sud-est de la France, des médecins expriment eux-mêmes des doutes importants. Donc si les médecins sont dans le doute, évidemment, leurs patients le seront encore plus. Par exemple, c'est un facteur important qui doit être pris en compte. Par exemple, est-ce que vous trouvez normal qu'une minorité de médecins se fasse vacciner contre la grippe ? Non, je pense que les professionnels de santé et les médecins en particulier devraient donner l'exemple. Je pense que la notion d'exemplarité est absolument essentielle. Et même si on peut discuter le fait que le vaccin contre la grippe n'est pas le meilleur du monde et qu'on souhaite que la recherche amène à développer des vaccins plus efficaces, un vaccin universel, en attendant, il est quand même partiellement efficace.
Et je pense que le devoir des professionnels de santé, c'est de donner l'exemple. Alors après, il y a la discussion de savoir est-ce que le vaccin doit être obligatoire ou pas pour les professionnels de santé. Ce point se discute. Je ne suis pas loin de penser d'être en faveur pour l'exemplarité. Lorsqu'un prix Nobel de médecine français, pour ne pas nommer le professeur Luc Montagnier, affirme que les vaccinations de masse ont été désastreuses, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Et que je suis navré que quelqu'un qui a fait une grande découverte essentielle à l'avancée de la médecine se trompe à ce point. Le fait d'avoir le prix Nobel ne protège pas contre l'erreur, surtout quand on parle dans un domaine scientifique ou médical qui n'est pas le sien. Et c'est juste une grosse inexactitude de dire cela. Vous dites que notre capacité à protéger la population est aujourd'hui fragilisée. Vous avez déclaré ça à l'issue de la consultation citoyenne. Est-ce que le taux de couverture vaccinale baisse en France et est-ce qu'il y a ici ou là certains dangers ? Oui, alors ce qui reste convenable, c'est la vaccination des nourrissons, un taux qui est à peu près à celui qui est l'objectif nécessaire pour protéger contre ces infections. Mais dès qu'on quitte la petite enfance, on s'aperçoit que les objectifs de vaccination ne sont pas atteints, que ce soit la rougeole et le rappel, que ce soit la vaccination contre le méningocoque C, qui protège contre une forme grave de méningite bactérienne, ou qui a été mise en place il y a 5 ans et qui a pour l'instant échoué, c'est-à-dire qu'il y a autant de cas de méningite à méningocoque C aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. On pourrait continuer ainsi, décliner la vaccination contre l'hépatite B n'atteint pas les objectifs, 80% des jeunes enfants, 40% des jeunes adultes, l'âge auquel la maladie devient un problème possible, une contamination devient possible et un risque de maladie hépatique grave. Et la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, les papillomavirus, n'est effectuée actuellement que chez 14% des jeunes filles, alors que c'était quand même le double, sans être un chiffre extraordinaire, il y a quelques années. Etc., etc. Donc malheureusement, oui, la vaccination n'est pas au niveau des objectifs. Voilà. Est-ce que c'est un problème français ? Comment on se situe dans l'échelle européenne sur la vaccination ? Je pense qu'on est dans les mauvais élèves, même si ces problèmes et ces doutes à l'égard de la vaccination existent ailleurs. Il y a certains pays où, alors qu'il y a eu des doutes dans le passé, il n'y en a quasiment plus. C'est le cas de la Grande-Bretagne, où la confiance en la vaccination atteint des taux records. Mais il y a, par exemple, des doutes exprimés au Danemark, au Japon, aux États-Unis, relayés y compris par le président de la République des États-Unis. Donc, ce qui évidemment pose un tout petit peu de problème. Donc, ce n'est pas une affaire spécifiquement française, même il y a des spécificités françaises liées notamment malheureusement au scandale ou aux problèmes de santé qu'on a évoqués tout à l'heure, liées peut-être aussi au fait que la France est un pays où la culture de la prévention n'est pas extraordinairement développée en santé, contrairement aux pays du nord de l'Europe, par exemple, qui sont bien plus efficaces dans ce domaine. Quand je parle de culture de la prévention, c'est aussi bien de la part des soignants que de la population. Justement, 40% des Français doutent de la sécurité des vaccins. Quels sont les bénéfices par rapport aux risques ? Tout de suite, dans la deuxième partie de l'émission. Le discours des anti-vaccinations n'est plus simplement idéologique. Il repose sur des affirmations, on va les détailler si vous le voulez bien ensemble. D'abord, l'efficacité du vaccin. On peut prendre l'exemple de celui de la grippe, dont l'efficacité varie entre 30 et 40% suivant les années. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Est-ce qu'il faut continuer à se faire vacciner malgré ces chiffres ? L'efficacité des vaccins varie de vaccin à vaccin. Il y a d'excellents vaccins qui protègent quasi parfaitement et des vaccins qui sont moyens, variables dans leur efficacité. La grippe en est un exemple. C'est exact que la vaccination contre la grippe n'est pas parfaite parce qu'elle protège contre un certain type de virus qui n'est pas forcément celui qui est infectant l'année en cours. Donc le niveau d'efficacité varie d'une année sur l'autre. C'est exact et il y a un objectif très fort de recherche actuelle pour mettre au point un vaccin universel bien plus efficace. Cela dit, même si ce vaccin n'est que partiellement protecteur, il protège, et en particulier, et l'expérience française récente malheureuse concernant le décès de personnes âgées de grippe montre qu'il est utile parce que les personnes les plus âgées, c'est-à-dire au passé 80 ans, disons, répondent mal au vaccin parce que leur système immunitaire est affaibli. Donc la façon de les protéger, mis à part les mesures d'hygiène très importantes, se laver les mains, si besoin, mettre un masque, c'est aussi protéger les personnes qui sont en contact avec ces personnes âgées. Et on sait, cela a été montré dans les EHPAD, donc les maisons qui accueillent des personnes âgées, que si le taux de vaccination du personnel et des personnes qui sont autour des personnes âgées est bon,
le nombre d'infections et donc de cas mortels est faible. Et par contre, ce qui a été le cas malheureusement dans une maison EHPAD à Lyon, si la vaccination des personnes qui travaillent autour des personnes âgées est faible, alors il y a plus de cas, il y a des morts. Donc cette vaccination, malgré ses insuffisances, est très utile, ce d'autant qu'elle est très bien tolérée. Et puis d'autres vaccins sont, alors, eux, parfaitement ou très très efficaces. Tous les vaccins qui sont préconisés dans le calendrier de vaccination des enfants, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus B, hépatite B, etc., je ne vais pas tous les énumérer, ils sont extrêmement efficaces, ils ont un taux d'efficacité très élevé. Et avec en mémoire immunitaire une protection qui est plus ou moins bonne après au cours du temps, mais pour certains elle est extrêmement longue, comme l'hépatite B ça dure des dizaines d'années par exemple, et alors que les risques sont très faibles. On ne peut pas dire qu'ils soient nuls, mais ils sont très faibles. On va y venir, juste un mot sur la grippe. Les derniers chiffres viennent de tomber sur la surmortalité durant la saison hivernale, qui sont de l'ordre de 19 000 à 20 000 morts. Tous ne sont pas attribués à la grippe, mais la majorité d'entre eux. Ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure. Les mesures pour éviter au maximum la surmortalité de la grippe, notamment chez les personnes âgées et aussi quelques personnes fragiles, reposent sur des mesures d'hygiène élémentaires de bon sens et, c'est pas ou, mais et, la vaccination de la population, notamment évidemment des personnes autour de 65 ans qui sont encore en mesure de s'immuniser elles-mêmes, même si on a vu que ce n'était pas parfait, c'est une protection, et des personnels soignants, des personnels qui prennent en charge ces personnes âgées ou ces personnes fragiles. Deuxième argument avancé par les anti-vaccinations, la présence d'adjuvants et d'aluminium. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Alors il faut comprendre ce qu'est un adjuvant. Un adjuvant est une substance qui permet de renforcer l'immunité dite naturelle, l'immunité innée, qui est indispensable à ce que l'immunité de production d'anticorps se fasse et in fine protège contre la maladie infectieuse. Les vaccins vivants contiennent leur propre adjuvant naturel, donc ils n'ont pas d'adjuvant. La plupart des autres vaccins nécessitent un adjuvant si on veut que cette vaccination soit efficace. C'est important à considérer. De façon extrêmement empirique, un des adjuvants qui a été développé, il y a maintenant plus de 90 ans, repose sur des sels d'aluminium parce qu'il provoque une activation de cellules qu'on appelle les macrophages, donc de l'immunité naturelle qui favorise ensuite secondairement la production des anticorps. Il y a des milliards, je dis bien des milliards d'individus qui ont reçu des vaccins de ce type de par le monde depuis maintenant plus de 90 ans. Et globalement, la tolérance est bonne. Alors il y a une équipe qui se trouve être une équipe française de médecins qui pense qu'à travers la persistance qui est exacte d'aluminium au niveau du point d'injection, cela puisse ensuite provoquer une maladie qu'on appelle, pas très bien définie, un certain nombre de fatigues chroniques, voire des pathologies neurologiques. Sauf que le point est qu'il n'y a pas aujourd'hui de démonstration convaincante de cela, que c'est une observation franco-française qui n'est pratiquement pas reprise dans d'autres pays de par le monde. Or, les vaccins sont les mêmes en France, au Japon, en Australie, en Algérie, au Brésil, aux États-Unis. La problématique est la même. Pardon, néanmoins, oui, vous êtes prudent puisque vous dites globalement le taux le résultat est bon. Ouais. C'est pas excellent. En termes de tolérance ou d'efficacité ? Non, la tolérance, elle est bonne. Il faut se garder de dire quelque chose qui serait inexact, qui serait de dire qu'il n'y a absolument aucun événement secondaire, aucun effet secondaire des vaccins. Il y a quelques effets secondaires des vaccins connus. L'allergie, par exemple, c'est rare, mais cela existe. Il y a quelques complications spécifiques de tel ou tel vaccin. Ce qui est mis en avant sur le risque de syndrome de fatigue chronique n'est pas démontré. Et si au maximum on accepte l'idée que cela existe, même si on accepte l'idée que cela existe, cela représente un nombre d'individus extrêmement faible qui fait que la balance bénéfice-risque est extrêmement favorable au fait de se vacciner, de se protéger contre des méningites mortelles, contre la coqueluche qui tue des petits nourrissons, contre l'hépatite B qui donne des cancers du foie, et donc des maladies extrêmement graves. Et de plus, je répète par ailleurs que la relation de cause à effet entre la vaccination contenant l'adjuvant aluminium et le syndrome de fatigue chronique n'est pas démontrée, que c'est une observation d'une seule équipe dans le monde, alors que la vaccination est universelle et que, encore une fois, des milliards d'individus ont reçu ce type de vaccin contenant cet adjuvant. Donc je pense que cette polémique est purement franco-française, on n'en parle nulle part ailleurs. Et les vaccins sont administrés largement dans les autres pays d'Europe, par exemple, montre que ceci ne devrait pas avoir lieu d'être.
Alors venons-en aux bénéfices. Vous dites que la vaccination, vous le rappeliez tout à l'heure, est un acte de prévention individuelle, mais aussi un enjeu de protection collective. Que nous dit l'histoire de la vaccination à ce sujet ? L'exemple évidemment le plus clair, même s'il est encore malheureusement unique aujourd'hui, c'est l'éradication de la variole. La mise en place progressive d'un vaccin d'ailleurs assez toxique, incidemment, il était relativement toxique par rapport à ceux qui sont aujourd'hui développés, a permis qu'il n'y ait plus aucun cas de variole dans le monde. Et donc cette maladie a été officiellement déclarée éradiquée. C'est un grand succès. La variole était une maladie extrêmement grave qui a tué beaucoup de gens dans le passé. Je rappelais tout à l'heure que pour certaines maladies, on n'en est pas là, mais on les a en tous les cas éliminées de notre pays. C'est le cas de la diphtérie et de la poliomyélite, même s'il reste des cas ailleurs dans le monde, et donc nous ne sommes pas à l'abri d'un retour, de ces infections si la couverture vaccinale, si la garde était baissée. Mais ce sont des succès importants, et on a réduit en très grand nombre les cas de la plupart des maladies infantiles. La rougeole, alors les gens pensent que la rougeole est une maladie bénigne. Sauf que de temps en temps, la rougeole donne des encéphalites, peut donner des maladies auto-immunes et peut tuer. Et il y a eu malheureusement, dans ces dernières années, entre 2008 et 2014, environ en France, au moins, c'est le nombre de cas déclarés, donc il y en a probablement eu plus, 25 000 cas de rougeole, et dont certaines ont entraîné plusieurs milliers des hospitalisations, parfois en soins intensifs. Il y a eu au moins 30 cas d'encéphalite et 10 morts. Alors que si la vaccination avait atteint le taux souhaité, nous n'aurions observé aucun mort, aucune hospitalisation, etc. L'OMS disait récemment que le vaccin contre la rougeole avait sauvé 17 millions de personnes Absolument. Depuis les années 2000. Oui. Vous parliez de la diphtérie et de la polio. Si je ne vaccine pas mes enfants contre les trois maladies obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, qu'est-ce qu'ils risquent ? D'abord, ils risquent d'être contaminés. C'est le plus grave de tout. Le tétanos n'est pas une maladie qui se transmet, mais comme vous le savez, si on a une blessure, notamment dans un contexte avec la terre, où peuvent persister des bacilles, on peut développer une maladie qui est potentiellement mortelle. Et chaque année, il y a encore en France quelques dizaines de cas mortels de tétanos, alors que cela devrait avoir disparu complètement. La diphtérie et la poliomyélite, le risque est relativement faible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de cas endogènes, mais on n'est pas à l'abri que des cas apparaissent et qu'une transmission se fasse. C'est arrivé en Espagne, un enfant est décédé de diphtérie alors que ses parents avaient refusé la vaccination, par exemple. Donc, ce sont des risques réels. Donc le risque médical, il est sérieux, et donc il est important de maintenir cette vaccination et même de l'amplifier. Une maman qui hésite pour faire vacciner sa fille contre le papillomavirus, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Je lui dis qu'aujourd'hui, il y a chaque année 3000 femmes qui, pendant leur vie adulte, déclarent un cancer du col de l'utérus, dont un tiers environ vont décéder. Donc cette maladie, elle est dans l'immense majorité des cas, en fait, une maladie d'abord infectieuse, liée à une classe de virus qu'on appelle les papillomavirus. Et nous savons aujourd'hui que la vaccination contre les papillomavirus permet de protéger probablement contre environ 90% des cas de cancer du col. Donc si on se projette, imaginons que toutes les jeunes filles, puisque c'est le moment où la vaccination est préconisée, soient vaccinées, à terme, on devrait prévenir 90% des cas de cancer du col de l'utérus. Certains opposants disent oui, mais on peut détecter précocement ces cas par les fameux frottis. Bien sûr, il faut continuer à ce que les femmes aient des frottis. Ce n'est pas une protection complète, mais avoir deux protections, c'est mieux qu'une, surtout que celle de la vaccination, c'est carrément de la prévention, c'est pas du dépistage précoce. C'est le seul vaccin à notre disposition contre le cancer. Il n'en existe pas d'autres ? Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que si on prend le cas de l'hépatite B, les complications de l'hépatite B, c'est cirrhose, et c'est pour ça qu'on vaccine. Si c'était une maladie purement bénigne, il n'y aurait pas besoin de vacciner. Mais dans quelques pourcents des personnes infectées par le virus de l'hépatite B, eh bien, vont survenir une cirrhose et un cancer du foie. Donc c'est aussi une mesure de prévention contre une autre forme de cancer, le cancer du foie, que de se vacciner contre l'hépatite B, qui est un vaccin fantastiquement efficace, dont la durée de protection est très longue. Et au passage, je le répète, l'allégation qu'il pouvait être déclencheur de sclérose en plaques, qui avait été mentionnée en France il y a maintenant bientôt 20 ans, est une situation qui n'est pas démontrée. Il y a eu de nombreuses études en France et à l'étranger qui n'ont pas mis en évidence ce lien. Donc cette crainte qui malheureusement persiste dans la population n'est pas justifiée.
Mais malheureusement, la conséquence de cela, c'est qu'il y a seulement une minorité de jeunes adultes, l'âge de la contamination, qui sont aujourd'hui protégés par la vaccination et qu'il serait bien que ces jeunes adultes, entre guillemets, rattrapent leur retard de vaccination. Comment rétablir la confiance des citoyens? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de l'émission. Nous sommes un des rares pays à faire coexister un système de vaccination obligatoire et recommandé. Ce système n'a aucun sens, dites-vous. Expliquez-nous pourquoi. Oui, il est juste le fruit de l'histoire, puisque les 3 vaccins obligatoires, c'est-à-dire diphtérie, tétanos et polio, sont les 3 premiers vaccins qui ont été développés, en dehors de la vaccine pour la variole, et puis le BCG. Et les obligations datent de la fin des années 30 pour la diphtérie et le tétanos, et 1964 pour la polio. Et ensuite, les progrès de la vaccination, qui ont permis de développer de nouveaux vaccins, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres à venir, ont été recommandés, mais on n'a pas pensé que c'était nécessaire de les déclarer obligatoires, les vaccins qui sont apparus ensuite, donc c'est-à-dire la coqueluche, l'hémophilus B, l'hépatite B, les pneumocoques, méningocoques, rougeole, oreillon, rubéole. Et donc on a une coexistence de 2 statuts pour les vaccins qui sont tous aussi importants, mais évidemment on peut tout à fait comprendre que les soignants, d'une part, et encore plus la population, se perdent dans cette classification qui n'a pas lieu d'être. Et pourtant, à l'issue de la concertation citoyenne, vous préconisez de tendre vers un système de vaccination recommandé, mais dans un premier temps, d'augmenter le nombre de vaccins obligatoires en passant de 3 à 11. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Alors, si on regarde ce qui se passe dans les pays voisins, où la vaccination est mieux effectuée de façon plus fréquente et donc en couvrant mieux la population, on s'aperçoit que dans la plupart de ces pays, en Europe, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais en Europe, la vaccination n'est pas obligatoire mais recommandée. Donc on peut se dire, bon voilà, la solution est simple, elle est là, puisque en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves, etc., avec une simple, entre guillemets, recommandation, la population a confiance. Je répète que ce sont les mêmes vaccins, exactement les mêmes, avec les mêmes adjuvants qui sont effectués dans ces pays et dans le nôtre. Il n'y a pas de spécificité française. Donc si ces populations ont confiance avec un statut de recommandation, pourquoi ne pas faire la même chose? C'est la sagesse, et évidemment, c'est à quoi il faut tendre. L'implication de cela, c'est que la population ait compris, ait conscience de l'enjeu personnel et pour la collectivité. Donc il y a une notion de solidarité qui est importante, et pour que nous soyons tous protégés. Malheureusement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les enquêtes d'opinion montrent qu'en France, le taux de défiance est bien plus élevé que dans ces pays, et pour certaines des raisons qu'on a mentionnées aussi, si bien que le risque serait que si on appliquait comme ça du jour au lendemain en 2017 cette mesure, nous aurions un effet paradoxal qui serait une dégradation, donc une couverture vaccinale encore moins bonne que celle que nous observons aujourd'hui. C'est pourquoi il nous a apparu qu'il était sage de proposer qu'à terme, c'était une solution vers laquelle il fallait tendre, c'est-à-dire un statut globalement recommandé avec une situation de responsabilisation de la population à l'égard de la vaccination, mais 2, qu'on ne pouvait pas l'appliquer en 2017 parce que la confiance n'était pas suffisante. Donc ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'était de prendre toute une série de mesures pour rétablir la confiance, information, communication, formation, à la fois de la population, des enfants à l'école et des soignants. C'est aussi des mesures pour faciliter l'acte de vaccination, le rendre possible non seulement au cabinet du médecin, mais en pharmacie dans certaines circonstances, permettre à des infirmiers de vacciner à l'école, vacciner en médecine du travail, etc. etc. Et puis, transitoirement, face à ce problème de confiance. Qui pourrait durer combien de temps? Quelques années, le temps il faut qu'il y ait cet ensemble de mesures qui soient prises, qu'il y ait vraiment une prise de conscience collective dirigée par les autorités de soins de ce pays pour que la population comprenne que la vaccination est un acquis extrêmement fort de notre santé publique. C'est quand même la mesure médicale qui a sauvé le plus de vies au monde depuis que la médecine existe, il faut le rappeler. Et donc que ceci soit bien perçu par la population, qu'on rétablisse cette confiance, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut 5 ans à peu près. Mettons, oui, je pense qu'on a des marqueurs assez simples d'analyse par des enquêtes d'opinion, par les taux de couverture vaccinale, pour savoir ce qu'il en est. Alors 5 ans paraît un ordre de grandeur raisonnable, mais évidemment c'est difficile de s'engager a priori, pour aboutir à cette situation où il n'y a plus nécessité d'obligation. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est une obligation, si je fais une mauvaise analogie, une obligation de santé publique de faire en sorte que
de protéger au maximum la population et éviter qu'on ait demain des épidémies graves, et déjà malheureusement présentes en petit nombre, mais demain éventuellement en plus grand nombre, faute d'une vaccination suffisante. Est-ce que dans le même temps, il faudra augmenter le nombre de vaccinations obligatoires chez les professionnels de santé? Pour qu'ils donnent l'exemple. Déjà. L'exemplarité me paraît absolument évidente. On sait qu'il est absolument indispensable que les personnels de santé soient vaccinés contre l'hépatite B, ça c'est absolument clair. La vaccination contre la grippe, je pense qu'il faut qu'elle soit faite, même si elle n'est pas parfaite. On en a vu les raisons, donc ce qui fait que ça crée un peu d'hésitation, mais je pense que ça serait bien. Et puis il y a les quelques, assez peu, mais professionnels de santé qui ne sont pas immunisés contre la rougeole ou la varicelle, ou la coqueluche, qui doivent l'être, pour éviter de contaminer naturellement les personnes qui le prennent en charge. Dernière question. Marisol Touraine, en 2015, disait « la vaccination, ça ne se discute pas ». Est-ce que finalement, tout le problème ne vient pas de là? Mais c'est scientifiquement juste. La vaccination ne se discute pas. Le problème, c'est qu'il y a, c'est pas Alain Fischer qui parle, c'est que la communauté médicale et scientifique mondiale, sauf de très rares exceptions, estime, fondée sur un très grand nombre d'études scientifiques de différents ordres, que la vaccination sauve des vies. Vous avez rappelé des chiffres pour la rougeole, on pourrait en rappeler d'autres. Il y a une étude aux Pays-Bas qui a montré aussi que pour les principales maladies infectieuses des enfants, des dizaines de milliers de vies ont été sauvées, etc. etc. Ceci est un fait, ce sont un ensemble de faits scientifiques à qui, face à ces faits, il y a des paroles, des opinions. Aussi, on peut entendre des opinions, on peut entendre des inquiétudes, mais pas les considérer comme des faits scientifiques. Donc en ce sens, même si on peut éventuellement penser que le propos est malheureux, mais il est rationnellement, rigoureusement juste. Là où il y a discussion, et ça il est naturel qu'elle ait lieu, c'est fondé d'abord sur l'écoute des personnes qui doutent, les inquiétudes qui peuvent être manifestées, il faut y répondre, on ne peut pas les banaliser. C'est notre responsabilité de soignants en particulier, c'est face à ces doutes de s'exprimer, d'expliquer, de prendre le temps, malheureusement c'est un temps long, de faire œuvre de pédagogie pour essayer de convaincre. Je suis convaincu, c'est mon expérience personnelle dans un certain nombre de cas, que qu'on écoute raisonnablement les gens, il ne faut pas aller balayer d'un revers de main les remarques ou les questions, il faut écouter, mais qu'ensuite, si on prend bien le temps d'expliquer ce que c'est qu'un vaccin, ce que l'on sait des bénéfices, ce que l'on sait des risques, la façon dont on peut les apprécier, comment le système fonctionne, comment les vaccins sont fabriqués, etc., la plupart des gens comprennent et sont convaincus. Simplement, ça prend du temps. Il faut que cet effort de conviction qui est nécessaire à côté des mesures de santé publique collective, comme pour l'instant l'obligation. Professeur Alain Fischer, merci pour cet éclairage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.